Monsieur Mohamed Keïta, diplômé de l'École nationale d'administration du Mali en administration publique. Il a été administrateur civil, directeur du bureau d'expertise, d'évaluation et de certification des diamants bruts, conseiller technique, secrétaire général du ministère des Mines. Il a participé activement à l'élaboration des codes miniers maliens de 1991, 1999 et 2012 et du code pétrolier en 2004. Il présida la commission nationale d'examen des conventions d'établissement et de négociation avec les sociétés minières. Il a participé à plusieurs conférences et forums sur les mines en Afrique et dans le monde. Il a fortement contribué à la création de l'Association des pays africains producteurs de diamants ADPA, de l'Association des pays miniers africain AMP et à l'élaboration de la politique minière communautaire de l'UEMOA. Admis à la retraite en 2016, il est juriste et consultant aujourd'hui. Monsieur Keïta, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Notre second invité, mesdames, messieurs, est monsieur Chiaka Berté, diplômé de l'École nationale d'ingénieurs du Mali, ingénieur géologue, ingénieur minier. Monsieur Chiaka Berté a bénéficié de divers cours et formations à l'étranger, notamment en évaluation des ressources White's University en Afrique du Sud et management au London Business School de Londres en Angleterre. Monsieur Berté, bonsoir et bienvenue. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être là. D'accord, merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes également avec Monsieur Mahamadou Samake. Il est titulaire d'un DA en droit des affaires de l'Université d'Orléans en France, juriste à la Direction nationale de la géologie et des mines de 1982 à 1991, il a eu à participer également à l'élaboration du code minier de 1991, directeur de l'administration et des ressources humaines de BHP Mineral à la mine de Siama de 1991 à 2004. Il fut également directeur général de Randgold et Ressources Mali de 2004 à 2009, directeur général de Randgold et Ressources pour l'Afrique de l'Ouest de 2009 à nos jours et des Barrick Gold depuis janvier 2019. Lui aussi a suivi beaucoup de cours, dont des cours et des stages en droit minier en France, aux États-Unis et au Canada. Monsieur Samake, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci. Notre quatrième invité, je dirais grand invité attendu dans ce débat-là, est le professeur Abdoulaye Niang, directeur du centre stratégique Séné. Et il est aussi un grand militant qui fait beaucoup de conférences et qui a beaucoup de prises de position en faveur des couches défavorisées et autres. Professeur Niang, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Alors, professeur, nous allons commencer par vous parce que suite au débat passé, beaucoup de nos téléspectateurs nous ont demandé que si on a la chance de vous avoir encore, de vous faire revenir sur la présentation de la vallée de l'Afrique. Et pour ça, nous allons vous donner 3 à 4 minutes. Merci. Ansu, abe ya fama mekuma tuwakana. Sini sana wakata ke amba traduit ba wanangana mananga kana ayame ningo ko ma fo to ba wanangana tinya nyado aw chama yulofon donc abe ya fama et dit ça oui in chini bradjin parce que ayen ni fait amano ya mais dit ça fana mo mi et kenya kaw famfla Ali Mohamed Abdoulaye Niang la kalan Mamadou Abdoulaye Niang te dore Mamadou Niang au Tormando. Donc je profite pour faire un coucou à mon étudiant. Voilà. Ok, merci. Donc ça c'est très important. Moi mon nana kabo Kenya kabo yorore ani en partenaire ou bien non.
boire nyabe boire le non nyaw mani donc tikanga be ntina mo to fa angana tamper ni abe do ke ala kato amana ko do min fra nyon kan bi o ka continuer timnandiala ani tleni nyakuno donc moli na ofen neni ni ngomna debake mbube don ubebe don ni yendenye fule nyang de ni tanyo fen ni yen koroche parce que bon si jelendo ni doni ni maningaye donc yala ambambara de antekle ame ñogon dafan pour ga ko fando famia ame fo ñogon ko rodo la mais o tekle min dun nyaay ni di sa fe a gelara doni mais asona ni min fleni duna mo yu dalaje américain ministère de la défense américaine ani union africaine ministère de la défense la France et le Portugal ou les Bekanga union européenne représentée mais c'est le ministère de la défense okoko kelembe farafina kono a clé crise sociale globale et sécurité mbeno koni valeni o le benka expliquer kanyanka timi ve fin donc bi donc l'université nationale de défense américaine ou la département pour l'extrémisme violent où est nommé le 8 mai 2013 ou a son ni clan wala clan de 2008 à 2013 mais il y a une wele dans le cadre de la lutte d'extrême violence dans le Sahel de 13 États Nigeria nous donna kono Maroc nous fait donc entrée à Dakar le 8 mai 2013 ou comment kongana foi wereira ngana ni shira ni drone à 14 drone concentration j'ai 25 minutes c'est serait sur ça 25 minutes oui c'est 25 minutes quand la session c'est 90 minutes donc j'ai 25 minutes pour présenter et les 60 minutes c'est pour me débattre des généraux des colonels venant de ces 13 États n'est-ce pas et toi en tant que modérateur tu as la balance de 5 minutes 2 minutes pour nous présenter et 3 minutes pour faire le résumé. C'est ça la méthode au centre d'études stratégiques sur l'Afrique de l'Université nationale de défense américaine qui est un partenariat entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc c'est important que Anga Damnani, parce que ça c'est la cause profonde et les relations sous-jacentes de la crise sociale globale et sécuritaire que l'Afrique traverse. Et cela est matérialisé par l'infographie de la vallée de deux Afriques. Il y a une Afrique que les Sam ont permis au Mali d'être là, avec de l'or. Ils représentent la boîte qui est la plus réputée mondialement. Donc on les félicite que nos grands frères et nos enfants sont réputés mondialement. Loulou est connu de tout le monde. Loulou donné dans Yorobé. Mais Loulou m'a donné Yorobé. C'est le développement humain. Du point de vue croissance économique, du point de vue réputation mondiale pour l'or, le pays de Kankoumoussa, eh bien, ce sont ces gens-là et c'est Keita et Sam qui ont pu développer un code minier, mais qui ont développé une convention d'établissement que nous contestons. C'est là où il y a la différence. Le code minier a été attractif. La convention d'établissement, dans deux dispositions, comme il y en a qui ont donc, sinon, mais c'est le format. C'est-à-dire que l'article 20 de la convention d'établissement type qui porte sur l'expropriation. Donc, vous voyez, nous nous plaignons. Où la Dougouti, Tiga Bochula, on les a expropriés. N'est-ce pas? Et ils ont, dans un autre article, je ne me souviens pas maintenant si c'est 16 ou c'est quel article, mais les documents sont là. Là, ils ont dit que Anganga Misro, au Manga Timi Mougana, Kemesiro, Amanga Timi Mougana, Oleato,
ni ni Valenta il va sur comme Mali à la 52e place. C'est-à-dire que soro fanfla la ani mo ni finya de la tchugula aw ka dispensaire ni monsoro aw ka goudron sur katimi kemba konala aw ka jisoro la ni visite mi labana ou asro gungoto qui est l'une des meilleures mines hali forage mi no uma panokala duti musoko kube timi soufen bara mina ka pompiliken ko hali de ko kuma tal parce que au secret de besoin bien na kuma. Donc il y a une Afrique qui est riche, un Mali qui est très riche, troisième producteur d'or, mais le Mali est 190e dernier du monde du point de vue du développement humain. Nintendo barade Banque mondiale indla nindoni vous voyez plus de nere barake sans bisma romna. Donc c'est ça les sangs de la vallée. Même moi ben à Djubadjula nous ba yanon oui société multinationale comme Rangol nous en prise sur notre droit de jouissance, le droit de jouissance des populations sur leur terre agricole et minière. Gungoto, ils ont démarqué 99,5 km². Donc, ils n'ont pas le droit de faire l'agriculture ni de faire leur paillage. C'est ça le permis. Le permis dit qu'ici, ce n'est pas occupé. Donc, on donne ça à Rangoon. Et lui, il a reçu le premier permis de Morla. Et si on regarde le permis, le même jour qu'il a reçu le permis, il a transféré à Ashford, le directeur administratif et financier. Et c'est ce que nous contestons. On dit que c'était société multinationale en prise sur le droit économique, sur la souveraineté économique du Mali, sur l'indépendance économique de l'Afrique, sur le droit de propriété des ressources naturelles de la communauté de Kinyeba et le droit de jouissance sur les terres agricoles de Gungoto ou de Lulo ou de Morla. Donc c'est très important. Je vous avais donné 4 minutes, vous avez déjà utilisé 8. Donc vous avez déjà utilisé le double, professeur. Mais vous aurez le temps, la possibilité de continuer. Tout à fait. Ça, c'est l'introduction. Tout à fait. C'est Djogoni Maya, professeur. C'est Djogoni Maya. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc on a applaudi le professeur pour cette levée et nous donner ses explications, sinon que le débat, par principe, n'admet pas les applaudissements, parce que ça peut interférer, ça peut influencer les jugements des uns et des autres. Merci de ne plus le faire. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Keita, nous avons connu des codes miniers en 1991, 1999, 2012 et 2019. Pour certains, tous ces codes sont en vigueur. Qu'en est-il au juste? Bien, merci M. Dissa. J'étais tenté un tout petit peu de rebondir sur les questions soulevées par M. Nyang. Il a posé deux problèmes. Approchez les micros. Le problème de l'expropriation et le problème de la participation maximale à 20%. Il y a des explications, il y a des raisons. En fait, quand je prends le cas de l'expropriation, le concept de l'expropriation tel qu'il est posé dans le code minier est le même que dans le code foncier, domanial et foncier. Le code minier a renvoyé au code domanial et foncier pour le règlement des problèmes d'expropriation en termes de procédure, en termes de démarche à suivre. C'est-à-dire que ce n'est pas une procédure ex nihilo inventée par le code minier. Les micros toujours. Alors, la deuxième chose, la participation maximale a une explication également. En fait, c'est lié à un engagement de l'État de sortir des activités d'exploitation, de toute activité économique d'exploitation et autres. Donc, c'est l'État qui avait demandé. Et il a été imposé à l'État de ne pas dépasser 20% dans toutes les entreprises de production. Cela a été demandé, cela a été imposé à l'État dans les négociations avec la Banque mondiale. Et depuis, c'est ce qui a justifié d'ailleurs la privatisation de certaines sociétés d'État, parce que l'État devait quitter les sociétés d'État
Je ne vais pas entrer dans un débat. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui seront intéressés que nous fassions ce débat-là. Et c'est ce qui a justifié que depuis, l'État n'a jamais dépassé 20% dans les entreprises de production. Donc il fallait que je dise ça, parce que nous sommes là dans un débat. C'est pour donner la bonne information aux gens. Tout à fait. Il ne faut pas laisser persister certains sentiments, certaines choses qui ne devraient pas. Maintenant, il a posé un problème également. Par exemple, il dit que le Mali est dernier en développement humain. Mais j'aimerais attirer l'attention de du professeur Nyang sur un phénomène. C'est que le Mali, a priori, est un pays à vocation agro-pastorale. Les mines, le développement des activités minières a commencé après. Quand moi j'ai commencé à travailler en 1977. Donc c'est bien après. Quand vous regardez, les premières mines que nous avons eues, c'est dans les années 90. Tout à fait. Mais la vocation première du Mali, c'est l'activité agro-pastorale. Mais avec les sécheresses successives que le Mali a connues, le Mali s'est aperçu qu'on peut diversifier les sources de revenus pour l'État. Et on s'est dit, nous avons un potentiel minier exceptionnel. Il est bon qu'on mette l'accent dessus. Et autrement, et si vous regardez les différents plans de développement du Mali, les mines occupaient une place quasiment marginale. Attention au micro. Voilà, quasiment marginale. Donc, alors, le développement humain, on ne peut pas l'imposer exclusivement sur les mines. C'est vrai que chaque activité qui se fait ici, chaque activité économique et de production et autres, doit participer à ce développement humain. Bon, je sais, les mines, l'activité minière a sa part également, mais on ne peut pas faire de l'activité minière le responsable de cette situation-là. Donc, ceci dit, je sors de ça. C'est un débat que j'aurai avec les micros toujours. Ok, avec mon grand frère, parce que c'est mon grand frère. Alors, vous avez posé une question sur le code minier. Oui, en fait, beaucoup de codes miniers. Et il y a eu beaucoup de codes miniers. Moi, je crois que c'est une lecture que les gens font. Alors, ça va... Et quand vous regardez depuis l'indépendance du Mali, le Mali a eu plusieurs codes. Ça a commencé en 1963. Et le code était un tout petit peu marqué par l'orientation idéologique du pays. C'était un code fermé. Aucun privé ne pouvait faire des activités minières. En 1964, on a ouvert un peu, en donnant la possibilité à des privés de s'intégrer dans l'activité minière. Mais ce n'est que véritablement en 1970 que cela a démarré, avec le coup d'État et la libéralisation de l'économie malienne. Mais on s'est aperçu que le code minier de 1970 n'était pas suffisamment incitatif pour attirer les investisseurs. Et en 1991, nous avons revu ce code-là, qui a été lui-même réélu, qui a fait des avancées, qui a été lui-même réélu en 1999 et en 2012. Approchez toujours les micros. En 2012 voilà. Et en 2019. Bien que le code minier adopté en 2019 n'a pas de décret d'application, mais c'est un code qui a été formellement approuvé. D'accord. Maintenant, quand les gens disent qu'il y a plusieurs codes miniers en vigueur, ce n'est pas possible juridiquement. En réalité, parce qu'il y a une disposition du code, c'est l'un des derniers articles du code qui dit, au nom d'un principe que nous allons voir après, il y a un principe juridique sur la non-rétroactivité de la loi nouvelle. On s'est dit, nous n'allons pas imposer la loi nouvelle aux sociétés minières qui ont signé des conventions avec l'État dans le cadre d'une loi. Mais on peut le faire à condition que la société même accepte de muter vers la nouvelle loi. Donc, il y a des sociétés minières qui sont sous le code de 91. Au nom de ce principe, au nom de cet article qui s'est répété dans tous les codes miniers que nous avons fait après, a dit non, nous n'allons pas, pour vous rassurer, nous n'allons pas vous imposer le nouveau code. Mais cependant, nous avons dit qu'il y a certaines dispositions du nouveau code qui sera automatiquement applicable. D'accord. Alors, quelles sont les dispositions qui ne sont pas automatiquement applicables? C'est les dispositions financières, les dispositions fiscales, les dispositions économiques et les dispositions douanières. Et là, c'est la clé de voûte même. Mais et les dispositions environnementales? Mais les dispositions environnementales évoluent avec le nouveau code. Okay. C'est le nouveau code. Chaque fois qu'il y a un nouveau code, on migre vers les dispositions de ce code par rapport à la gestion environnementale.
Mais il y a un autre problème qui se pose. Allons-y. Par rapport à certaines sociétés minières dans le cadre de la stabilisation du régime. À l'époque, quand on faisait les premiers codes, vous savez, on s'enrichit chaque fois d'une nouvelle expérience. Les premiers codes avaient ouvert la stabilisation. C'était l'ensemble des régimes qui étaient stabilisés. Mais au fur et à mesure que nous avons appris, nous avons diminué cette clause de stabilisation. D'accord. On en viendra peut-être. Certainement. Voilà, on en viendra peut-être. D'accord. Donc, au nom de cette clause, c'est une forme de garantie que nous avons donnée aux sociétés minières. Monsieur Dissa, remarquez que... Allons rapidement. Voilà. Et remarquez une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'accusations qui se font, mais il y a certaines réalités du secteur minier que les non-initiés du secteur minier ne peuvent pas comprendre. C'est des réalités, ça se fait partout comme ça, et c'est des réalités mondiales. Et nous, chaque fois que nous avons fait un code minier, nous avons pris la précaution d'aller voir d'abord ailleurs ce qui se fait dans les autres pays. Et souvent, nous avons fait certaines choses ensemble, dans le cadre de l'UEMOA, par exemple, et de la CEDEAO. Nous essayons d'être au meilleur niveau par rapport à tous nos voisins, qui sont automatiquement nos concurrents. Donc, alors, nous faisons des choses qui ne sont pas des choses exceptionnelles au Mali, mais c'est des pratiques courantes dans beaucoup d'autres pays autour de nous. Et c'est des pratiques courantes dans le domaine de l'industrie minière. Je vous remercie. Merci, M. Keita. M. Berthet, alors, que savons-nous de la quantité d'or produit sur le territoire malien ces dernières années, 2 ou 3 dernières années? Merci beaucoup, M. Dissa. Je voulais juste rectifier, je ne suis pas ingénieur des mines, je suis ingénieur géologue. Ah, ok. Merci. Mon rôle, c'est de chercher, développer, et modéliser et exploiter. D'accord. C'est très important. J'ai intérêt à réagir un peu par rapport à ce que M. Nyang a dit. C'est ce que j'ai appelé... C'est ce que personnellement j'ai appelé la philosophie économique, parce que c'est très important, ça permet de lancer le débat. Et comme un penseur ou un grand professeur canadien a dit, sans ces grands penseurs, où va être l'humanité aujourd'hui? Il a dit quelque chose par rapport à la participation de l'État. Il a dit on n'a que 20%. C'est très important de clarifier certains points, parce que c'est vrai, comme M. Keita l'a dit, on est dans un environnement globalisé. Et si vous regardez aujourd'hui, comparé à tous les pays qui nous entourent, ils ont moins de 20%. C'est très important à le signaler. Et en plus de ça, ce qui est important, ce n'est pas seulement les 20%. Les 20%, c'est juste dividende, c'est-à-dire 20% des bénéfices. On a, en plus des 20%, on a ce qu'on appelle redevance. C'est 6% de l'or. Chaque gramme sorti, 6% appartient à l'État. En plus de ça, impôt sur les sociétés, c'est 30%. C'est très important. Je ne rentre pas dans les salaires, je ne rentre pas dans tout ce qu'on dépense par rapport à nos transactions ou au niveau des cordons douaniers. Donc c'est très important de signaler ça. Par rapport à la production, je me rappelle aussi l'autre jour dans les débats, apparemment on ne connaît même pas ce qui est produit dans notre pays. Je dirais peut-être dans le domaine de l'orpaillage, pas dans le domaine de l'industrie, parce que c'est l'État qui prend l'or dans toutes les mines. C'est très important de le signaler, parce que quand on produit, c'est l'État qui va chaque semaine prendre l'or. La douane, et un représentant de la DNGM, Direction nationale de la géologie et mines, et l'assurance. Les compagnies qui produisent ne rentrent même pas. Quand les mines produisent l'or, leur responsabilité est finie. Même si c'est volé, ce n'est pas notre responsabilité. C'est très important. Et ce qui fait que nous, on comptabilise. Et j'ai eu à travailler, parce que ce qui est important aussi à signaler, j'ai été directeur d'une mine pendant 5 ans. Aujourd'hui, je suis responsable de toutes les activités de Paris en Afrique de l'Ouest. Toutes les opérations sont sous ma responsabilité. À chaque seconde près, je sais qu'est-ce qui est produit. Et à chaque mois, le rapport est donné à la DNG, en plus du fait que c'est eux-mêmes qui partent prendre physiquement. Et donc, sur cette base, comme j'ai toujours dit, aujourd'hui au Mali, c'est les compagnies qui nous disent
combien d'or est dans une mine. Personne ne conteste. Mais quand on exploite, on conteste. Le calcul est simple. Ce qui est déclaré au départ, moins ce qui a été produit au cours de la période. Si c'est la même chose, le débat ne se pose pas. Mais comme M. Keita l'a dit, c'est un domaine un peu spécifique, fermé, un peu loin de la ville. On tombe dans l'émotionnel. C'est culturel quand on parle des mines. Si vous regardez la production planifiée sur toute la durée de vie de la mine, c'est-à-dire chaque année, la mine dit, voilà, aujourd'hui, 2020, on est là, on produit telle quantité d'or, la mine va finir dans 20 ans, chaque année, voilà ce qu'on produit. Ce rapport est donné à l'État, parce que l'État est actionnaire dans toutes nos mines. Donc, si vous regardez globalement, je ne peux que parler des mines de barriques. Sur les 5 dernières années, on a produit autour de 119 tonnes, 107 dans le complexe Loulo-Gonkoto et 12 tonnes au niveau de Morila. Ça nous concerne, mais globalement, l'État, le Mali, produit autour de 50 à 60 tonnes d'or par an. 50 à 60 tonnes. Oui. D'accord. Merci, Monsieur Berthet. Monsieur Samaké, alors, peut-on parler un peu de l'apport de l'or dans l'économie malienne? Oui. Merci d'Issa. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ce n'est pas la peine de revenir dessus. Mohamed a bien expliqué ces différents concepts. Mais encore, il m'arrive maintenant de suivre beaucoup de débats. Il y a beaucoup de débats. Et à la limite, je dirais que je n'ai pas ces derniers temps vu un débat où on ne parle pas de l'or. On parle de l'or. Il paraît qu'il ne reste que 5% au Mali. Tout est parti, c'est pillé. Donc chacun vient d'expliquer. Et tout à l'heure, on m'a enlevé mon cartable. Je fais exprès pour amener les documents de levée de l'or. Loulo a commencé à produire en 2005. Depuis 2005 jusqu'à nos jours, chaque gramme sorti de Loulo, nous avons la situation. Et quand l'or est affiné et que ça revient avec toutes les composantes qui sont dans l'or. Il y a des impuretés, il y a de l'argent. Et ce qui est vendu, même l'argent contenu, le prix est payé. Donc vraiment, c'est un secteur, on en parle beaucoup, chacun dit c'est de l'émotion. Effectivement, c'est de l'émotion. Et il y a beaucoup de sentiments. L'or a toujours existé au Mali et on se plaît à parler du pèlerinage de Kankoumoussa. Mais si on pouvait développer tout ce tort-là nous-mêmes, on n'irait chercher personne. Donc dans les différents forums, l'État envoie des gens. La DNGM, un de ses rôles, c'est de faire la promotion du secteur minier du Mali. Une fois qu'on découvre des ressources, les gens doivent aller chercher des investisseurs. Et quand les investisseurs viennent, ils viennent sur la base de la législation minière qui existe dans le pays. Parce que ce qu'on oublie souvent, l'activité minière, c'est une activité réglementée comme toutes les activités d'ailleurs. Dans un pays, c'est le rôle de l'État de réglementer les différentes activités. Donc une société minière vient travailler sur la base du code minier. Et quand vous prenez le code minier, toujours dans les dispositions générales au début, il y a un principe qui est toujours affirmé. Les richesses du sous-sol appartiennent à l'État. Mais ça, c'est un concept politique. Tout de suite, on ajoute toutefois, celui qui, sur la base d'un permis, découvre un gisement, ce tort lui appartient. Sinon, personne ne viendrait si les richesses appartiennent à l'État. Donc, on vous permet, vous prenez un permis de recherche, vous faites la recherche. Une recherche dure combien de temps? 9 ans. 3 ans, renouvelable 2 fois 3 ans. Quelle est votre chance de trouver ce tort? De trouver un gisement économiquement exploitable? C'est très rare. Chacun vous dira les proportions. Quand on exploite les mines, quelles sont les chances de trouver un gisement? Donc, c'est une activité qui nécessite beaucoup de capitaux et beaucoup d'investissements sans toutefois avoir la certitude
de trouver de le gisement que vous recherchez. Mmh. C'est l'une des raisons d'ailleurs, comme Mohamed l'a dit, que le FMI et la banque, quand le Mali est rentré dans ces différents programmes, ils ont dit au Mali, sortez de ce secteur-là. Mmh. Parce que tout l'argent que vous allez mettre là-dedans, vous n'êtes même pas sûr de le retrouver. Donc vraiment, il faut que les gens le comprennent. C'est une activité réglementée. Aucune société minière ne vient ici pour occuper un terrain. On vient, on remplit des conditions pour avoir un permis. Et quand vous découvrez un gisement, vous faites une étude qui est soumise à l'administration, approuvée par l'administration. C'est après ça qu'on vous donne un permis d'exploitation. Mais qu'est-ce que l'État malien gagne avec l'exploitation minière? Ça, nous avons les différents chiffres ici, nous allons vous les donner, mais je vais vous dire que l'exploitation de l'or, je parle des mines de barriques, représente aujourd'hui plus de 12% du produit intérieur brut du Mali. L'exploitation aurifère aujourd'hui, c'est la première exportation du Mali. Mohamed a dit que c'est agro-pastoral, le coton, on n'en parle pas. Si on produit du coton, le prix du coton, il n'est pas comparable. Donc, et je me rappelle par exemple en 2012, et même dans des situations comme ça, en 2012, quand il y a eu le coup d'État, tous les pays ont arrêté leur coopération avec le Mali. Et vous croyez que l'État a fonctionné comment? L'État a fonctionné exclusivement grâce aux ressources minières. Les revenus miniers ont permis à l'État de surmonter une grande période de la crise de 2012. Et si cette crise devait encore perdurer, ou même la crise Ebola que nous avons connue, qu'est-ce que nous avons dit? Ebola déjà est une fatalité. Il faudrait qu'on fasse tout pour que l'activité économique ne s'arrête pas. Parce que si l'activité économique s'était arrêtée... Ebola ou Covid? Covid du moins, excusez-moi, Covid. Ouais. Si, avec Covid, l'activité économique s'était arrêtée, je crois que le pays serait totalement étranglé. D'accord. Donc, il fallait maintenir cette activité-là. On le dira, les mines contribuent à plus de 12% au produit intérieur brut du Mali. D'accord, merci. Et Chaka l'a dit, chaque gramme d'or qui est exploité, la société minière doit payer une taxe de 6% sur la valeur de l'or qui est produit. D'accord, merci M. Samake. On aura certainement le temps de développer d'autres aspects. Professeur Nyang, en tout cas depuis les années 90, on est en 2020 et on voit le nombre de sociétés d'ailleurs qui est de plus en plus élevé, mais malgré tout, les Maliens ne comprennent rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, malgré 50 à 60 tonnes d'or l'an, nous Maliens, nous ne voyons absolument rien comme bénéfice dans l'or, selon vous? Merci Dissa, et merci pour la contribution des uns et des autres. Il y avait beaucoup à dire là-dessus, mais la question que tu as posée résume tout. Ils ont eux-mêmes dit, en 2012, le président Philippe Liétard, qui était le président du conseil d'administration, entre parenthèses, le conseil d'administration de Rangold Resources, LTD, qui est enregistré dans un paradis fiscal pour la pratique de la fraude, de la dissimulation et le blanchiment, n'est-ce pas? Il n'y a aucun Malien dans le conseil d'administration. Et on peut amener les informations. On l'avait amené au niveau de la commission mine de 2012 pour que Rangold, qui a commencé à produire en 2011, nous faisons notre devoir. Hein. Nous ne sommes pas des miniers. Nous ne sommes pas des spécialistes de géologie ni rien d'autre, mais nous sommes économistes miniers, on peut le dire comme ça. OK? Donc, et centre d'études. Un centre d'études. Donc, les 300 pages ou 400 pages annuelles, là, on se met à le lire en anglais dans la langue originale. Donc, nous avons compris énormément par rapport à ce qui se passe. Et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, sauf ce qu'ils disent des fois les finances, mais
je vais sur leur propre conclusion. On a dit de développer un modèle économique qui permet à la population de Goungoto d'être dans la richesse, qui permet à l'État d'avoir un peu plus. C'est écrit, on a amené le texte, on va le déposer, puisque vous avez pris un système qui ne nous permet pas de se référer à ça, et c'est normal, on vous respecte. Maintenant, ça c'était Rangold. Philippe Létard est sorti pour aller à la fondation de Marc Bistro. Et il y a un autre qui est venu de la maison Rothschild, la tête du serpent pour le développement de l'Afrique. C'est-à-dire qui nous enlève notre droit à la vie, le droit de jouissance de nos terres agricoles et minières, et qui ne nous permet pas d'avoir la souveraineté économique, et qui ne permet pas à l'Afrique demain d'avoir l'indépendance économique après l'indépendance politique. Et Barré qui vient d'arriver, on a juré que Rangold va disparaître. Et comment il s'appelle, Hollande aussi a dit le 15 mai 2013 à l'OCDE que toutes ces sociétés minières qui sont enregistrées dans les paradis fiscaux pour la pratique de la fraude, de la dissimulation et le blanchiment doivent disparaître de la carte du monde. Donc Rangold a disparu de la carte de l'Afrique. Il y a Varik maintenant qui est venu. Varik aussi, dans leur rapport de 2019, ils ont dit qu'il faut un modèle qui permet à la population de rentrer là-dedans, qui permet à l'État d'être là-dedans beaucoup plus. Eh bien, nous sommes des économistes. C'est notre devoir de développer ce modèle économique. Ils n'ont pas compétence de développer ce modèle économique. Donc, ils n'ont pas développé de mauvaise foi, mais aussi question de compétence. Il faut des économistes qui sont spécialisés dans la modélisation, linéaire aussi bien que quantitative pour ceux qui sont là. Donc, ce modèle-là, il a été développé, il a été présenté pendant 3 ans, 5 ans à l'Université nationale de défense américaine à des généraux, de 3 ou 4 généraux hauts fonctionnaires de la défense et civils qui viennent à Washington. On les apprend sur les principes et les relations économiques fondamentaux. Et là, il fallait découvrir la cause profonde de la crise et les relations sous-jacentes. Et donc, Banque mondiale et tout, ils sont tous sur la carte, mais comme on n'a pas le temps, donc, ils sont tous là comme étant responsables de la vallée des deux Afriques. Et ceux qui sont présents ici, on a toutes les informations sur la responsabilité du premier permis de Alpha Mar Konaré et de Ibrahim Boubacar Keïta comme Premier ministre. Ce sont ces permis-là et la convention d'établissement qui a remplacé la convention d'établissement de général Moussa Traoré, qui a été fait sous Zoumana Sako, Premier ministre, et Atité, qui ont creusé cette fosse. Et là, nous avons toutes les armes maintenant pour pouvoir le combattre. Et je prends la promesse devant vous. On réussira ce combat. C'est la bataille de l'origine de propriété des terres. Il a dit, les terres appartiennent à nous. Mais si les terres appartiennent à nous, comment se fait-il qu'il n'y a pas une seule personne de Kéiman qui rentre dans la mine? Moi, je suis descendu à 200 mètres avec les gens de Djogounimayan. Mais on n'a pas vu là où on prend de l'or parce que c'est interdit. Mais quelle est la personne de Kéiman qui rentre, qui sait quel or on sort à Gungoto, quel or on sort à Loulo, quel or on sort à Fadou, quel or on sort à Tabakoutou, ainsi de suite. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Maintenant, quand on dit 6 grammes, je crois que vous avez dit des choses sur 6 qui ne sont pas les mêmes. Mais je ne rentre pas dans ça. Il est dit aujourd'hui, selon nos études et selon ce qui est admis internationalement, que le pacte international relatif aux droits économiques dit que dans les calculs que nous avons faits, les calculs économétriques, les calculs de programmation linéaire, que si les étrangers, si le Mali a 40%, les étrangers doivent avoir 40%. Et nous avons fait les calculs pour l'intégration et l'indépendance économique. Nous avons mis 15% si l'or du Mali donne
15% par exemple dans le panier. Les Nigeria aussi, on peut être dans leur panier de pétrole. Donc, on a défini que Gunguto doit avoir 5%. Et pour illustration très rapidement, en 2012, quand le Mali est tombé, le Mali n'avait pas d'argent. Mais Rangol, vous savez qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Ils ont mis en production Gunguto. Une des meilleures mines, si mes chiffres sont exacts, c'est au moins 4 grammes par tonne de minerai. Et c'est tellement riche qu'ils avaient emprunté 40 millions dans leur propre système financier qui est mis en mal depuis 2014. L'initiative du capitalisme inclusif ne permet plus de continuer avec ça. On a amené les papiers, vous les verrez. On fait de la recherche. J'ai des jeunes universitaires qui sont là et d'autres plus âgés qui sont là, qui travaillent tous les jours pour aller lire les centaines, les tonnes de documents. D'accord. Donc ici, il y a eu un besoin de 41 milliards pour développer la mine. Et en 2012, la première année d'exploitation, ils ont remboursé les 41 milliards qui ont servi à développer la mine. Ils ont décidé, parce que le Mali venait de tomber, et d'ailleurs, leur patron a dit quelque chose. À l'agence Reuters, toutes ces citations sont là. Il dit, le conseil d'administration a noté que le prix des actions, le prix a chuté de 16%. Il a dit, ne vous en faites pas, le coup d'état de Sanogo n'est pas important. Ce sont les mêmes qui vont venir encore. D'accord. Non, s'il te plaît. Oui, mais professeur. Non, laisse-moi finir. Ok, allons-y rapidement. Laisse-moi finir. Ok. Donc, ils ont remboursé les 41 milliards. Ils ont décidé de distribuer 32 milliards 500 millions entre le Mali et les sociétaires. Ils ont pris 26 milliards et ils ont donné 6 milliards 500 millions au Mali. Ils ont donné 0 francs à la population de Gunguto. Ils ont donné 0 francs à la population de Kéniéba. OK? Qu'on nous dise que c'est les permis, les conventions. La convention d'établissement, nous avons préparé le projet pour la création des branches de la société Sanou, qui a été approuvé par le dialogue national inclusif, et nous allons le remettre au chef de l'État pour approbation. Merci. Merci, professeur. Et là, c'est pour vous dire que la mine ayant été remboursée dans son capital en 2012 et qui va vivre 10 ans, 15 ans, on va toujours continuer à avoir 20% et ils vont toujours continuer à avoir 80%. Mais à quel titre? C'est pourquoi on est parti devant la commission des mines de l'Assemblée nationale et on a porté plainte contre Django à la Cour suprême. Donc on est actif. Les gens de Kéniéba sont actifs depuis novembre 2011. Professeur, cette fois-ci, ça fait 10 minutes que vous parlez. Si chacun doit avoir 10 minutes, vous allez devoir attendre 40 minutes pour avoir la parole une fois de plus. En fait, à l'entame, dans la réunion préparatoire, je vous ai dit, il y a beaucoup de questions. Si vraiment on peut être un peu plus synthétique, 5 minutes, 4 minutes, c'est bon. Comme ça peut nous permettre d'aller plus vite. Alors, Monsieur Keita, alors la question de l'or fâche vraiment les Maliens qui accusent l'État de complicité, d'intelligence même avec les sociétés minières. De toute façon, quel est finalement le rôle de l'État dans cette affaire d'or? Merci, M. Dissa. Bon, je ne vais pas parler au nom de l'État. Je ne suis plus dans la... Oui, mais comme vous avez été dans l'État. Je suis un retraité. Je parle de ce que je connais. Justement. De ce que j'ai vécu. Je suis responsable sûrement de quelque chose. J'ai ma responsabilité totale et entière dans cette aventure. Mais j'aimerais simplement rectifier ou redresser certaines choses. Alors, quand j'ai entendu tout à l'heure monsieur le professeur Nyang parler, j'ai un peu souri. Ce n'est pas le lieu de sourire. J'ai retrouvé que M. Nyang... J'ai retrouvé que M. Nyang, il parlait avec plusieurs chapeaux. Il y a des moments où, personnellement, je ne me retrouvais pas. Alors, l'économiste parlait.
Je crois que Djoko Nimaya, c'est une ONG. Non. C'est quoi, une association? D'accord. Alors, un réseau, mais on classe ça avec les ONG et les organisations de la société civile. Voilà. Donc, j'ai vu à travers son intervention les discours des ONG tels qu'on les a entendus ailleurs. J'ai entendu l'économiste également et l'homme politique. On n'est pas politique. Non, en fait, professeur, je vous en prie. S'il vous plaît, j'ai dit, moi, c'est la perception que j'ai eue de votre discours. Allons-y, allons-y. Je peux me tromper, je suis un homme. Je suis un homme, je peux me tromper. Je peux Les avoir micros, une mauvaise perception. N'oubliez pas les micros, mais c'est vraiment la perception que j'ai eue. Et je le dis franchement. Parce que vous avez soulevé tellement de questions, tellement de problèmes, en partant d'un problème à un autre. Il y a des moments où j'étais perdu complètement. Mais je vais revenir sur un certain nombre de choses qu'il avait posées. Rapidement. Il a parlé de la convention de Alpha. La convention type de 91, c'est vrai qu'on peut considérer ça comme une convention de Alpha, mais c'est une convention dont la rédaction a commencé avant. Et c'est après la chute de Moussa que nous avons signé tous ces actes-là. Le code minier, la convention. Mais et pourquoi une convention type? Parce qu'avant la convention type, qu'est-ce qu'on avait? Chaque fois qu'on avait une société minière, on signait une convention négociée avec ces sociétés minières. Et malheureusement, on s'est retrouvé à un certain moment en face à des difficultés de gestion de ces conventions d'établissement. Parce que chaque fois qu'une convention menait et que les gens qui ont négocié la convention changeaient, les dispositions les plus essentielles changeaient. Aussi bien du côté de l'État que du côté des sociétés minières. Il est arrivé un moment où nous avions une disposition dans toutes les conventions que nous avons négociées, ce qu'on appelle en droit la disposition de la nation la plus favorisée. Quelqu'un vient, il négocie une convention avec nous, il nous dit, si demain quelqu'un vient signer une convention avec vous dans le même domaine que moi, alors s'il advenait que vous lui accordiez des avantages, j'aimerais bénéficier de ces avantages. Et on le signait. Et malheureusement, ça rendait les conventions d'établissement ingérables. Alors, à un certain moment, nous avions le droit de nous poser des questions. Vous savez, on fait les choses en fonction du moment. Alors, on s'est dit, nous pensons que la solution qui peut nous sortir de tout ça, c'est de faire une convention type pour tout le monde. Et pour la convention type, nous sommes inspirés de toutes les conventions que nous avions signées. Et surtout, la dernière que nous avions signée, c'était sur Siama. Avec l'aide, l'assistance de la Banque mondiale. Sam en connaît mieux que moi parce qu'il a participé à ce travail-là. Et même la convention, le code minier de 91, il a commencé le travail. Moi, je l'ai achevé. Alors, on s'est dit, faisons une convention type. Alors, qui fera une unicité de traitement pour toutes les sociétés minières. Et aussi bien les sociétés minières ne pourront pas venir changer à chaque fois les dispositions, aussi bien l'administration malienne n'aura pas la possibilité de changer parce que la convention d'établissement type a été approuvée par un décret. On peut s'être trompé, c'est normal, c'est humain. D'accord. Mais nous avons fait ça avec les connaissances que nous avions et face aux problèmes du moment que nous avions. Mais ce n'est pas une convention imaginée par Alpha ou quelqu'un d'autre pour faire des choses, mais c'est une convention qui a été faite juste après la chute de Moussa. D'accord. Et c'est les premiers textes qui ont été signés par le CTSP. D'accord. Ensuite, il a parlé d'études, il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de 40% de ceci, cela. Mais M. Nyang sait que la participation de l'État aux activités minières, c'est au niveau du capital social. En fait, ce n'est pas au niveau des investissements. L'État ne paye pas un franc dans les investissements. Et c'est au nom du fait que ces substances, au départ, appartenaient à l'État, que c'est propriété de l'État, qu'on accepte de donner une participation gratuite à l'État. De 10% ou 15%, à Loulo, c'est 15%. Non, on a arrondi, c'est 15% en réalité.
Et l'État avait, l'État avait une participation contributive de 5%. L'État n'a jamais dégagé cet argent pour obtenir sa participation contributive de 5%. Je me rappelle, à l'époque, quand Randgold est venu, il nous avait proposé de racheter ces 5% pour 10 millions de dollars à l'époque. À l'époque, il y avait le professeur Yoro qui était le ministre des Mines. On a monté le dossier, on a monté le dossier jusqu'en Conseil des ministres, mais après, ça a coïncidé avec une situation et le dossier n'a jamais vu le jour. Mais à ma connaissance, jusqu'à présent, dans toutes les sociétés où l'État a une participation en numéraire, je ne sais pas s'il y a un seul cas où l'État a libéré sa part en numéraire. D'accord. Et la participation, c'est au niveau du capital social. Et le capital social est rémunéré par quoi? Par les dividendes. Il le sait mieux que moi. D'accord. On va certainement avoir le temps de développer. Maintenant, pour ce qui concerne les revenus, vous avez posé une question là-dessus. Excusez-moi. Bon, allons rapidement. Voilà, très rapidement. J'ai obtenu un document de la CPS qui donne vraiment la situation en 2019. Le total Direction générale des impôts, c'est 271 milliards 521 millions et quelques. Le total Direction générale des douanes, c'est 68 milliards 900 et quelques millions. Le total Direction nationale des domaines, c'est 63 milliards et quelques. Ce qui fait en tout, l'apport au budget en 2019, c'est 403 milliards 640 millions. 403 milliards. 403 milliards. C'est ce que les mines du Mali mettent dans le budget du Mali. Okay. Et je vous dis que la particularité des activités minières, surtout l'exploitation de l'or, c'est que tous les revenus tirés de cette activité sont des revenus fiscaux. Il le sait mieux que moi. C'est les impôts et taxes. D'accord. Merci, M. Keita. Nous allons évoluer. M. Berthet, alors toute cette problématique, c'est parce qu'il y a des sociétés minières que nous n'avons pas au Mali. Voilà. Pour beaucoup de Maliens, est-ce qu'il n'est pas temps que ce soit l'État lui-même en fait, qui se charge des mines, qui construise ces mines, qui fasse venir les machines, les ingénieurs et tout. Alors, qu'est-ce qui nous en empêche au fait? Ok, merci beaucoup. Peut-être avant de répondre à votre question rapidement, je souhaiterais clarifier certains points. Allons-y. Monsieur Nyang a dit que personne ne fait partie du conseil d'administration de Randgold. Je fais partie du conseil d'administration de toutes les mines que Randgold a en Afrique de l'Ouest, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et je fais partie... Et vous êtes malien? Et je suis malien. Formé vous aurez la parole tout de suite. Vous aurez la parole tout de suite. Formé au Mali. Si. Monsieur Nyang, vous aurez la parole de réagir. Allons-y. Ça, c'est une entité créée avant même que la société ne me recrute. Ça, c'est très important. Et en entendre ça, on a l'impression que ça apporte des ressources. Ça n'apporte rien. C'est très important à souligner. Le micro, voilà. Il a dit également que M. Samaké et moi, on a dit des chiffres différents. Les gens peuvent revoir la cassette. On a dit redevance 6%. M. Samaké a dit la même chose. J'ai dit également la même chose. En plus d'être membre du conseil d'administration des entités en Afrique de l'Ouest, je fais partie de l'exécutif des barriques. Je suis malien. Donc ça, c'est très important. À Loulo, voilà, on n'a jamais eu une mine, on n'a jamais eu un directeur étranger. C'est très important à souligner. Donc, on participe. Ensuite, il a dit, j'aimerais réellement qu'il m'apporte ça, que notre CEO a dit après le coup de Sanoko. Parce qu'il a dit qu'il a les documents, on est à la télé, il peut montrer les documents. Parce qu'il n'y a pas une seule réunion de ces gens où M. Samaké et moi, on ne participe pas. C'est très important. Et moi, je m'inscris à faux que Marc a dit ou aurait dit qu'au coup de Sanoko, que c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes choses. La preuve, quand ce coup s'est passé, Marc était au Mali. Il n'était nulle part. Le coup d'État s'est passé, Marc était au Mali plus de 20 jours après le coup d'État. Donc, ça, c'est vraiment... Pour clarifier ça, j'aurais souhaité réellement avoir ces documents. Vous l'avez sur Google. Par rapport à créer des entreprises, ça c'est le choix de l'État. Ça c'est vraiment le choix de l'État. Si je me rappelle bien, M. Samaké l'a dit, c'est des coûts. Quand vous prenez Loulo, on a investi plus d'1 milliard de dollars.
Et c'est très important de connaître ces choses parce qu'en réalité, on a l'impression que ces compagnies viennent faire autre chose. Ils apportent juste le capital. En termes de financement. Mais en termes de perspective, est-ce que ce ne serait pas une bonne chose, mais bien finalement, sûr, si que nos États passent à ça? Si on paie, mais il y a l'expérience. On avait Kalana. On avait Kalana. D'accord. Géré par nous, avec l'aide des Russes. La chose la plus simple, on a inondé la mine. C'est ça la réalité inondé aussi. Oui, on a laissé la mine envahie par l'eau. Okay. On n'était même pas capable de pomper. C'est vrai, j'étais jeune, mais historiquement, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Et la recherche, jusqu'à l'exploitation, prend du temps et de l'argent. Si on a la capacité de le faire, c'est toujours mieux. Pour moi, c'est très simple. Et puis, ce qui est très important, c'est que il a dit, Gonkoto, c'est 4 grammes à la tonne. Je ne sais pas si les gens comprennent le rapport de volume. Ça veut dire qu'il faut prendre 1 tonne de roche pour avoir ma bague d'alliance. L'or est en trace. C'est le volume qui fait le travail. Si on regarde la contribution des mines, quand vous prenez Loulo, Gonkoto, Morila, les 3 mines de barriques au Mali, les 5 dernières années, le chiffre d'affaires, c'est 3100 milliards. Chiffre d'affaires, c'est-à-dire tout leur produit vendu. Mais quand vous enlevez les coûts, bénéfice net, c'est 580 milliards. Pour moi, au Mali, on pose mal le problème. Tout ce qu'on dit, c'est autour de 580 milliards. Et les 3100 milliards, la différence entre 3100 milliards et 580 milliards, c'est ça qu'il faut aller chercher. Aller chercher ça pour avoir l'impact sur l'économie, c'est vendre à la mine. D'accord. Et je donne juste un exemple, quelques exemples. Rapidement. Quand vous prenez par exemple juste la restauration et la maintenance du camp, ça nous coûte 1 milliard par an. 1 milliard par an. On est obligé de prendre ça à l'extérieur parce qu'on n'est même pas capable de fournir juste la nourriture aux 4 000, 5 000 travailleurs de la mine. Ça, c'est le vrai débat. Le financement des mines, M. Samaké l'a dit, c'est des vrais risques. Quand vous prenez le rapport, une mine, sur combien de projets il faut travailler pour avoir une mine, le rapport, c'est 2500 pour une mine. Le rapport, nombre de projets sur lesquels l'exploration travaille pour avoir une mine, c'est 2500 projets cibles pour avoir une mine. Tout l'investissement sur les 2499 là, c'est parti. D'accord. Parce qu'on n'a pas trouvé de mines. Comme ça, c'est beaucoup de risques, probablement, je ne peux pas parler à la place de l'État. Il y a beaucoup de risques. C'est peut-être que pour ça que l'État ne va pas à l'aventure. On veut le faire, on peut le faire. Aujourd'hui, on a la capacité humaine. Il faut chercher la capacité financière. C'est encore mieux. C'est dans cette même logique, peut-être ce que M. Nyang n'a pas dit. Nous, depuis 5 ans, on a fait le constat. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque entreprise qui vient au Mali travaille avec nous, on exige qu'elle crée une société malienne, le droit malien, c'est très important. C'est ce que les gens ont toujours fait, mais en réalité, c'est juste des noms. Mais on a exigé, depuis les 5 dernières années, d'avoir une participation des Maliens. D'accord. Parce que la mine traîne l'industrie, le développement, mais ce n'est pas direct, c'est indirect. Il faut vendre à la mine, c'est très important. Le débat autour des bénéfices, comme j'ai dit, quand j'écoute M. Nyang, c'est réellement, je dirais, la poésie économique. Parce qu'il ne pose pas comment il finance ce qu'il demande. Comment il finance. Tout le débat, c'est le financement. S'il peut montrer comment il peut financer son ou ses ambitions, moi je pense, je ne suis pas économiste, je suis géologue, mais s'il peut prouver que... Parce que la valeur d'un jugement avant l'exploitation, c'est 0. D'accord. D'accord. La valeur, donc 20% ou 5% qu'ils cherchent là. 5% de 0, c'est 0. D'accord. Merci. Il faut construire, investir, extraire, traiter, c'est là où il y a la valeur, mais pas avant. D'accord, merci Monsieur Berthet. Moi qui croyais que vous seul étiez quand même mon refuge, quoi. Mais je vois que j'ai vraiment des problèmes ce soir avec le timing adopté ensemble. Alors, Monsieur Samaké,
Et il y a beaucoup de Maliens, d'Africains qui se posent une question, en tout cas au niveau de l'Afrique occidentale, parce que vous êtes le directeur de Baril pour l'Afrique occidentale. On dit que dans l'espace IOMOA, alors toutes les richesses générées doivent passer par la BCEAO. Or, l'or est vendu à l'étranger, à l'international, et c'est versé dans les banques internationales directement sans passer par la BCEAO. Alors, quel est votre commentaire par rapport à ces faits-là? Dissa, je vais répondre à ça, mais bon, on va essayer de rectifier aussi un peu des choses qui ont été dites. Vous avez parlé des mines, des sociétés minières créées par l'État. Par l'État, oui. Je vais vous dire, Loulo, dont Nyang parle, Loulo était détenu à 50% par le Mali et 49% par une société française du nom de Cerem. 51% c'était pour l'État. Ils ont cherché un troisième partenaire qui est arrivé à l'époque, c'était BHP Minerals, qui est venu, qui a fait des travaux pour pouvoir développer cette mine-là. Parce que les Français n'ont pas la technologie. Donc, l'État et cette société française ont cédé à BHP 51%. Les Français se sont retrouvés à 29%, le Mali s'est retrouvé à 20%. Mais comme Mohamed le dit, vous pouvez avoir le pourcentage que vous voulez dans le capital d'une société, mais il faut aussi contribuer au financement des investissements. Et ce sont des sommes tellement importantes que moi je trouve que ce serait du gaspillage pour l'État de mettre de l'argent dans ces projets-là. D'accord. J'ai coutume de dire ça, ce n'est pas important que le Mali ait une mine d'or. Ce qui est important, c'est que la mine d'or puisse permettre au Mali de nourrir ses populations, de résoudre ses problèmes. C'est sentimental de dire l'État a une mine d'or. Vous savez, pour gérer une mine d'or, dans les propos de Nyang, vraiment, je suis très surpris. Moi, j'aurais vu Nyang, Chaka a dit, vous prenez une mine comme Lulo, 5500 travailleurs, la direction, Lulo, c'est une mine de classe mondiale. La direction, c'est des Maliens. Chaka qui est là, il a été pendant 5 ans directeur. On parle d'administrateur. Comme Chaka, je suis administrateur de toutes les mines en Afrique de l'Ouest, de Barrick, et avant de Rangol, et membre du comité exécutif. Donc, si vraiment il y a une société minière, et je pense d'ailleurs que j'ai eu à parler avec Nyang, il nous a toujours reconnu ce mérite-là, de promouvoir les nationaux. On promet les nationaux à tous les niveaux. Et même dans le traitement avec les marchés et autres, une société malienne peut faire un travail, nous allons faire avec cette société. Un produit peut être acheté ici, nous l'achetons ici. Donc nous avons beaucoup de fournisseurs qui travaillent pour ces différentes mines. Mais permettez-moi, je reste avec vous, monsieur Samake, je reste avec vous. Oui. On nous dit également que même tous ces fournisseurs-là, c'est encore vos sociétés créées. Je n'ai pas connaissance de ça. Vous savez, nous travaillons sur des valeurs, nous avons des codes éthiques dans notre société. Nous savons, Chaka et moi, ou d'autres cadres qui travaillent là-bas, qu'est-ce que ça veut dire le conflit d'intérêts. Nous savons ce que ça veut dire. Donc, vous savez, vous avez beau parler, les gens diront toujours que ce sont vos sociétés que vous avez créées. Encore faudrait-il pouvoir le faire. Donc, moi, j'aurais vu Nyang et son association contribuer au développement économique du Mali en faisant en sorte que dans les coûts d'exploitation des mines, on puisse capturer le maximum de l'argent qui part à l'étranger. Ça aurait été une contribution positive à l'économie du Mali. Mais quand il parle de modèle. Quel est le pays au monde, peut-être quand il aura la parole, de nous dire, il parle beaucoup des États-Unis, est-ce que le modèle dont il parle, le modèle Sanou qu'il veut développer,
est-ce que ce modèle est développé dans quel pays au monde? Vous êtes dans un secteur d'activité. Si vous y venez, il y a des règles. Ou vous vous pliez à ces règles-là, ou vous ne faites pas l'activité. Quand vous avez parlé de la société d'État pour l'exploitation, moi je dirais, j'ai discuté avec d'autres, plutôt que l'État s'oriente à créer une société de patrimoine, plutôt que de créer une société d'exploitation minière dont le capital est détenu par l'État. Société de patrimoine, c'est quoi? Le Mali se trouve actionnaire, même si c'est peu, 20%, mais 20% dans beaucoup de mines. Vous créez une société de l'État. Vous créez une société à laquelle vous allez donner toutes les participations de l'État dans les différentes mines. Donc, quand vous allez donner 5 fois 20% à une société d'État créée, vous allez lui donner 100% de quelque chose. Cette société de patrimoine peut aller sur le marché. Parce que la production de l'oulo, partout où on dit 80-20, l'État, théoriquement, a 20% de la production. L'État peut emprunter de l'argent dans n'importe quel établissement financier sur la base de ces des 20% qui lui reviennent dans une exploitation. Donc, vous trouverez des moyens, des investissements que vous pourrez utiliser à d'autres fins. D'accord. Ce débat, c'est la création de cette société est dans le pipeline. Je crois savoir que même le nouveau code, d'ailleurs, en parle. Et votre rapport avec la BCEAO maintenant, M. Samaké? Le principe est là-dedans. Le rapport avec la BCEAO? Le rapport avec la BCEAO? Oui. OK. Comme on l'a dit, aucune société ne négocie de convention. Vous avez un code minier qui est édité par l'État et vous avez une convention type. Une disposition de cette convention type prévoit, parce que l'or qui sort ici, ce n'est pas ce or qui est vendu sur le marché. L'or qui sort d'ici va dans les raffineries pour être affiné. L'or qui est vendu sur le marché, c'est 99,99% de pureté. Donc ce or qui est vendu à l'étranger, on dit la société peut conserver à l'étranger une part de cet argent au moins pour 3 mois d'opération. Et c'est contrôlé par la BCEAO. Le reste de l'argent est rapatrié. Pourquoi? Parce que quand vous achetez les intrants, vous achetez les consommables ou autres, c'est des achats qui sont faits en dollars ou dans des devises étrangères. Donc, imaginez, comme vous le dites, vous vendez en dollars, vous l'amenez au Mali en CFA et vous le ressortez en dollars pour aller acheter des produits à l'étranger. Ça n'a pas de sens. Et encore que ce qui se fait là, c'est prévu par le code minier. C'est ça qu'il faut vérifier de ça. Il est très important, quand on parle de fraude, quand on parle de dissimulation, dissimulation, il faut arriver à prouver. Quand vous parlez de blanchiment, on attend de vous des preuves. D'accord. Ces sociétés-là ne peuvent pas vivre sur des blanchiments. Merci, M. Samaké. Alors, professeur Nyang, nous avons entendu M. Keita nous parler de 403 milliards quand même dans le budget du Mali. Et quand on regarde les localités d'où est produit l'or, les populations là-bas vivent dans une misère incroyable. Comment on peut expliquer cela, selon vous? Et je veux dire à tout le monde ici. Les micros, monsieur. Il y a un document qui existe qui s'appelle le livre blanc. C'est sur Google, vous tapez Nyang livre blanc. Ce que mon ami de gauche a dit. Monsieur Berthet. Oui, Ndendo. Ndendo. Akata, il n'a qu'à sortir de la léthargie intellectuelle pour aller voir les références dans les livres blancs. Et on va lui donner un extrait avec les citations, si c'est difficile de lire 120 pages. OK? Donc,
tout ce qu'on dit, on le dit avec des références citées. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, le dernier débat que j'ai eu avec Rangoon, c'était avec leur patron, Dr Marc Bistro. Il était là, lui n'était pas là-bas. Mais les villageois étaient là. Donc, on a eu plus d'1 heure de temps de débat. La bataille sur le droit de surface des populations, nous l'avons gagnée en partie à Abidjan. Et la bataille aujourd'hui, c'est la bataille de l'origine des propriétés des terres et la répartition de la richesse. Les 32 milliards 500 millions qu'ils ont partagés dans la première année de production de Goungoto, et que nous, on a eu 6 milliards 500 millions, ils ont eu 26 milliards. Je vous parle d'un économiste. Je ne suis pas un économiste minier, mais je prends les données techniques et je les utilise. Et ça, c'est ma spécialité, qui est reconnue mondialement. Donc, il ne faut pas que en état ni doré quoi. Si moi, le vérificateur général dit qu'ils sont dans la fraude, dans le blanchiment, dans le blanchiment, je ne peux que prendre ce que le... Approchez les micros. Je ne peux que prendre ce que le vérificateur... C'est pourquoi j'avais un assistant pour lire. Donc, je ne peux pas nier l'existence d'un rapport que j'exploite. La mauvaise application des clauses de la Convention relative aux droits et aux obligations des parties s'avère être un facteur d'appauvrissement de l'État malien. C'est lui qui a signé la réplique. Ils sont devant le procureur. Et nous, en tant que les communautés de localités minières, nous nous portons partie civile. Et nous allons les poursuivre. Les micros. Nous allons les poursuivre pour avoir ce qui nous appartient. Il ne peut pas prendre nos terres agricoles et minières sans une compensation de la population. Parce qu'il est dit dans le pacte international, nul ne peut être privé de ses moyens propres de subsistance. Ça, c'est un droit international. Tu ne peux pas prendre 100 km² à Goungoto et les déplacer. Ils étaient au bord du fleuve pour les amener quelque part d'autre et vous n'avez pas donné la sécurité d'accès à l'eau. Ils le savent très bien. Mais ça, c'est de la responsabilité des mines ou de l'État, professeur? Mais les mines sont en partenariat avec l'État. Dans le rapport de 80-20. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et quand ils disent qu'ils ont donné 51%, c'est comme la Guinée. Le ministre d'État de la Défense m'a invité pour venir, suite à une conférence que j'avais tenue en 2008. Et avec Africab d'ailleurs, c'était l'équipe de Africab, la stratégie africaine de création et de transformation de richesse. Mais ils ont dit nous avons 35%, mais nous ne savons pas comment, donc on se retourne vers eux encore pour nous donner de l'argent. Il dit bien, si Goungoto n'avait pas 4 grammes par tonne, où est-ce qu'ils vont avoir l'argent? C'est la rentabilité économique. C'est la rentabilité économique qui te permet d'avoir accès au capital. Et après la crise financière de 2008, en 2014, il y a eu une initiative du capitalisme inclusif. Il faut écouter, du capitalisme inclusif. Ce n'est pas du socialisme, ce n'est pas du communisme. Je ne suis pas communiste. J'ai été formé à Paris et j'ai été formé aux États-Unis. Donc, je n'ai jamais fait une école de l'autre côté. N'est-ce pas? Je le respecte. Mais ils ont dit désormais que le système financier doit être modifié. Et là aussi, je le cite dans le livre blanc. Ça doit être modifié pour que ça soit source de prospérité partagée. Et on a développé la vision de globalisation des relations co-entrepreneuriales qui s'assoit sur le traité de stabilité, paix et sécurité pour la prospérité partagée. Donc le modèle qui est créé est basé sur la demande des États-Unis et de l'Union européenne pour former les Africains dans le domaine des principes et des relations économiques fondamentaux. Et nous sommes remontés jusqu'à 1496, qui leur donne le droit d'exproprier. C'est le principe d'acquisition du titre de propriété des terres des païens et des infidèles. On nous considère comme des païens et des infidèles pour nous exproprier nos terres. Ce principe existe, il est cité dans le livre blanc aussi. D'accord. Et c'est la couronne britannique qui a autorisé la loi fondamentale de chrétienté, qui a mobilisé les ressources militaires pour venir prendre. Et la convention est basée sur ça. Et je n'ai pas dit alpha pour la convention, c'est le gouvernement de Zoumana Sako et de ATT. C'est cette convention qui a amorcé
la création des mines, Morila par exemple, avec le permis du 4 août 1999, n'est-ce pas, qui nous a plongé sur le chemin de la vallée des deux Afriques. Et ça a été fait en sa faveur, Sam, qui a transféré le même jour au directeur financier. Tous ces noms-là sont dans le papier que je voulais présenter, mais je ne l'ai pas. Ils vont être tenus comptables du fait que la population malienne est à indice de développement médiocre par rapport aux standards des programmes des Nations Unies qui nous dit ça. Donc, si tu as une question à me poser, sinon... Oui, non, je reste toujours avec vous. C'est sur la base de la question que je vous avais posée. C'est-à-dire 403 milliards, si minime soit-il, mais comme on ne voit absolument rien au niveau de ces localités-là. Pourtant, là, c'est les mines qui ont versé ça dans le budget. Et donc, on va laisser les mines. Parlons maintenant de l'État. Que pensez-vous de la gestion étatique de ces sous-là? C'est la fraude. Ces fonctionnaires-là qui sont là, 10 minutes. Ils sont dans la fraude. D'accord. Ils donnent 1 milliard, par exemple, à la commune de Tabakoto. Mais lui-même, dans un forum, il a voulu dire qu'il donne cet argent. J'étais assis avec le maire, côte à côte, mon grand frère. Comment on fait cet argent? Comme ce que tu as dit. Il s'est levé dans la salle. Je prends la parole. Oh non, ici. Parce que à quoi va faire? À quoi va faire? À quoi droit? Si trop fort. Je vais dire le nom de tout le monde. Ils ont dit, tais-toi. C'est une coalition d'agents publics privés, d'agents nationaux étrangers qui agissent à l'encontre du droit de jouissance des populations de Morila, de Gunguton, qui agissent à l'encontre de la souveraineté économique du Mali, qui agissent à l'encontre de l'indépendance économique de l'Afrique et qui agissent à l'encontre du titre de propriété des ressources naturelles par les collectivités territoriales comme Kidal. D'accord. Merci. Et si tu permets une seconde, le document de l'accord est en annexe de l'entente internationale de Bamako du 15 mai 2015. Les Nations Unies, tout le monde est là. Ils ont approuvé un avenant qui dit que désormais, la collectivité territoriale où l'or sort, ils ont droit à 20 kilos. Qu'est-ce qu'ils répondent par rapport à ça? Ça, c'est une décision internationale. D'accord. Donc, les 20 kilos de Kenya, on l'a calculé par estimation grossière par rapport aux chiffres, les données qu'on avait. Kenya aurait au moins 150 milliards avec la quantité de mines qui se trouve là-bas. Pas seulement de Rangol. D'accord. Et Gunguton, d'après nos calculs, pourrait avoir 3 à 4 milliards. La base qui nous a servi, ce sont les chiffres de Rangol de 2012. D'accord. Ce sont des hypothèses. Donc, quel que soit Alpha, à partir du 15 mai, à partir du 20 juin 2015, si Kidal doit avoir 20 kilos pour chaque 100 kilos qui sort de là-bas, eh bien, l'article 4 de l'accord dit c'est valable pour Kenya. Si les gens de Kenya ne vont pas chercher leurs 20 kilos demain, c'est parce qu'ils sont peureux. On a tiré sur eux. Salif Traoré les tuait et mettait 55 personnes, y compris le chef de village, en prison. D'accord. Donc, il y a tellement de choses, mais à force de taper sur une pierre, on finit par la casser. On est en train de casser le fond de la vallée. D'accord, merci. C'est clair et net qu'on rentre dans notre or immédiatement, sans délai. Merci, professeur. En fait, on nous fait signe, qu'il ne nous reste plus que 15-20 minutes. Hein. Voilà, donc nous allons devoir aller très vite, mais comme on a la société civile aussi qu'on a invité, alors les foulards rouges, vous êtes là? Ok, donc Monsieur Diallo, avez-vous rapidement une question ou une petite contribution à faire rapidement? Ok, d'accord. Levez-vous. Oui. Venez par là, il faut lui passer le micro.
Rapidement, 2 minutes. Vous le verrez à la télé. Ok, merci bien, monsieur Dissa. Donc, je suis vraiment très heureux. Donc, je remercie les invités. Donc, le débat est très instructif. Le débat est très passionnant. Donc, nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Mais moi, j'aurais voulu que le représentant de l'État soit là. C'est extrêmement important. Parce que je crois que c'est un procès contre l'État. Parce que cette question de l'or malien, pour nous, c'est une question de souveraineté. Parce que qui sait l'importance de l'or? L'or est la garantie de l'émission monétaire. On nous dit que le Mali est le 3e producteur d'or en Afrique, derrière l'Afrique du Sud et le Ghana. Curieusement et bizarrement, le Mali est considéré également comme étant l'un des pays les plus pauvres au monde. La moitié de la population gagne moins de $2 par jour. Alors que nous sommes au même moment, nous sommes 3e producteur d'or. Donc, au même moment, nous sommes 3e producteur d'or. Donc, c'est en Afrique. Donc, c'est inadmissible, c'est inacceptable. L'or est un secteur stratégique. Aujourd'hui, quand on prend, même à Bamako ici, vous trouverez que même à Bamako ici, les gens n'ont pas accès aux services sociaux de base. Je veux parler là de l'eau, de l'électricité, de la santé. Or, nous produisons de l'or. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est le lieu pour moi vraiment d'interpeller les autorités maliennes qui seront en charge des affaires. Nous devons revoir vraiment tous ces contrats miniers. Je crois que c'est la gouvernance qui est en question. C'est la gouvernance qui doit être remise en cause. Il ne faut pas mettre en cause vraiment les sociétés minières qui viennent ici, les investisseurs. C'est l'État malien. C'est l'État qui doit jouer son rôle. Merci. Donc, comme le temps vraiment est un peu court, je vous remercie. Merci. Voilà. Vous pouvez applaudir votre président. On n'a pas le temps de faire un deuxième cas. Alors, donc, c'est... Oui, professeur. Hein? Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbe jama fen mbe bela jelen fola. Mbanyini jama fe uga ya fama. Mais on kenyeba kawo. Na fura na folo mu bo kenyeba dugu kono. Kenyeba dugu la. Ana fate kenyeba kawo. Ji tambolo, Quran tambolo, sira tambolo. Mini jolbe kenyeba marala. Mini duru. Mais ana fa juma be kenyeba kawo. Ani manantali tout près. Quran be se ka boy ka se kenyeba. Mais Quran tam fe, ji ta am fe, amba nyini anga nyamgo fe uga andeme pour ga anga ji ni sila soro kenyeba dugu kono kenyeba mara kono. E ko to bala sallallahu. Non, c'est mon juste une minute. Une minute. Ok. La jeunesse va te... Merci. Je parle au nom de la jeunesse de Kenyeba. En fait, avec la richesse et tout ce que les opérateurs miniers viennent de nous exposer ce soir, je crois qu'il y a lieu de se demander. Et il y a un problème de chômage à Kenyeba. On peut dire aujourd'hui que plus de 90% de la jeunesse de Kenyeba sommes aujourd'hui. Il y a vraiment un problème que la jeunesse se pose aujourd'hui. On n'a pas d'eau. On est dans le noir aujourd'hui. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il faut le dire. Et la route aussi. La route, quand tu quittes aujourd'hui Kenyeba pour aller à Tabakoto, c'est tout à fait un problème. Et pourtant, Tabakoto, il y a une mine d'or là-bas. Kenyeba, Tabakoto, ça ne fait que 15 kilos. Mais c'est difficile. On n'en parle pas pour aller à Sitakili. C'est difficile. Et c'est des milliards qui sortent là-bas pour venir au trésor. Et qu'est-ce que Kenyeba gagne? Les jeunes ne travaillent pas. On dit un problème de qualification. Mais pourquoi pas ces sociétés minières ne peuvent pas se substituer pour faire une école de mine à Kenyeba? Je crois qu'il y a lieu de se demander. Non, aujourd'hui, les mines là ont besoin de main-d'œuvre qualifiée. Si les mines ont besoin de ça, je crois qu'il y a lieu maintenant, au lieu d'aller chercher ailleurs, transporter des gens ailleurs pour venir à Kenyeba. Et les fils de Kenyeba ne travaillent pas. Il y a lieu de se poser des questions. Et je crois que c'est là... Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à l'État aussi, rapidement? Voilà, nous avons à dire à l'État de penser à la jeunesse de Kenyeba, à la situation de Kenyeba de façon générale. Puisque si les jeunes ne travaillent pas, ça peut être un danger un jour. Et si c'est un danger, qui va récolter d'abord? Ce sont les sociétés minières, parce que les intérêts seront bloqués. Donc pour éviter tout cela, je crois qu'il y a lieu maintenant pour les jeunes et pour les sociétés minières de s'investir. Si l'État ne le fait pas,
ils peuvent le faire pour protéger leur investissement. Ok, je m'excuse. Okay. Merci. Ce n'est vraiment plus possible. Ça, c'est le président de la raffinerie. Monsieur Traoré, que j'ai connu quand il était tout petit garçon. Depuis à l'époque, il était comme ça. Voilà, il avait la rage. Je suis l'ami de ses grands frères. Voilà, oui, je crois en tout cas. Mais autrement, hein, non, lui, il fut mon élève autrement, sur un autre terrain. C'est complètement différent. Alors, donc, monsieur, on vient de suivre l'intervention de Traoré, de Diallo. Alors d'abord, par rapport à Diallo, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on aurait dû avoir un représentant de l'État. Mais c'est justement, l'État est dans quelles conditions aujourd'hui que nous nous permettons de poser des débats comme ça, transition et réforme. Donc c'est pour cela que, alors j'ai préféré avoir un retraité de l'État en attendant que l'État soit là pour qu'on remette encore ces débats-là. Voilà, donc par rapport à RJ, c'est que lui, il a soulevé comme problématique, ça va être la question, la dernière question, et je la pose à tout le monde. Qu'avez-vous à vous dire, vous miniers? Qu'avez-vous à vous dire, État, ancien État? Qu'avez-vous à vous dire, société civile? Alors, et aux mines et à l'État, pour que l'or puisse briller pour tous les Maliens. Question plateau, je commence par vous. Bien, merci bien, monsieur Dissa. 5 minutes chacun et c'est fini. Monsieur Dissa, vous savez, comme aimait à le dire un de mes anciens ministres, l'or est le symbole universel de la richesse. Et quand il y a une richesse, on appelle l'or or blanc. Le micro. Pour le coton. Or noir pour le pétrole. Ça veut dire que l'or est le symbole universel de la richesse et ça ne laisse jamais les gens indifférents. Alors, j'ai entendu le jeune parler avec passion, il a dit beaucoup de choses. C'est vrai que c'est la réaction normale de tous les Maliens face à cette manne minière. Mais les mines répondent quand même à des réalités. Moi, je ne vais pas parler je vais pas entrer dans les détails. Les spécialistes des mines vont s'occuper de cela. Mais les gens oublient qu'au Mali, il y a une loi sur la décentralisation qui dit dans un de ses articles que quand il y a une production dans une collectivité, il y a un certain pourcentage, je crois que 15% des revenus de cette production doivent revenir à la collectivité. C'est la patente. Non, ce n'est pas la patente. Ce n'est pas la patente. 15%, c'est différent de la patente. 15% qui est tiré de cette activité doivent revenir à la collectivité. Bon, la loi a été prise, mais à ma connaissance, le décret d'application n'a jamais été fait. Pourquoi? Et personne ne s'est posé la question pourquoi on n'a pas fait le décret d'application. Je me rappelle quand j'étais aux affaires, il y a certaines communes qui sont venues me voir pour réclamer leur dû par rapport à des activités d'exploitation ou d'extraction qui se faisaient sur leur territoire. On n'a pas pu mettre en œuvre parce qu'il n'y avait aucun décret, aucun règlement de l'État qui disait comment percevoir, où percevoir et comment repartir cet argent-là. Ça n'existait pas. D'accord. Je vois qu'il y a un membre du Conseil économique qui est là, il connaît la question. D'accord, on y va. Ensuite, il vous reste une minute, oui, monsieur ensuite, Kita. Il a posé un problème. Les services sociaux de base, cela ne relève pas vraiment de l'obligation des sociétés minières à travers le Mali. Ça, c'est le devoir de l'État. C'est la responsabilité de l'État. Comme construire les routes. Les micros. Comme construire les routes, donner de l'électricité aux gens. Je me rappelle dans les premières années où on faisait les premières mines, l'une des premières conditions que nous avons posées aux sociétés qui évoluaient dans la région de Caille, c'était de faire la route. Et pourquoi on a arrêté nous avons ces posé pressions-là? ce problème. Mais en fait, du point de vue de l'activité, du raisonnement international par rapport à cette activité, ça ne se fait nulle part. Moi, j'ai été, par exemple, au Zimbabwe. Quand tu prends une mine au Zimbabwe, l'État t'amène la route et l'État t'amène l'énergie, l'électricité. Où que tu sois sur le territoire, c'est vrai que c'est un petit pays. C'est vrai qu'ils ont un potentiel extrêmement important. Ils ont 5000 mégawatts de réserve d'électricité. Mais chaque fois qu'une mine s'installe quelque part, c'est l'État qui amène la route et c'est l'État qui amène l'électricité. Et parce que je me dis, les gens nous ont convaincus qu'effectivement, il est très dangereux que l'État, la société donne par exemple de l'électricité au village. Parce que ce qui va arriver quand la mine va fermer, parce que la mine a une vie.
La mine naît, Oui, grandit et meurt. tout ça c'était prévu, mais malheureusement vous êtes tous quand trop longs dans les réponses. Donc, et que la société disparaît, mais elle va disparaître avec sa production d'énergie. D'accord. Donc il faut que les gens s'habituent déjà à voir ces choses-là. Donc voilà les choses que je voulais dire. D'accord. Vraiment, quand il a dit quelque chose sur lequel je vais rebondir, c'est extrêmement important. Il dit qu'on va revoir les contrats miniers. 10 secondes. Voilà, je me rappelle, un de mes ministres, un jour je l'ai interpellé. Il disait toujours on va revoir les contrats miniers. Je lui ai dit, mais de quel contrat vous parlez, monsieur le ministre? Mais en réalité, le principal contrat minier, c'est la convention. Et la convention d'établissement est une convention type qui a été élaborée par l'État, qui a été approuvée par décret de l'État et qui a été imposée aux sociétés de minières. Merci monsieur Keita. Voilà. Alors, monsieur Berthet, alors, 5 minutes, pas plus, hein, vraiment. Que faire pour que les Maliens, enfin, puissent vraiment bien profiter de leur or? Pour moi, c'est simple. Il faut intégrer l'activité minière à l'économie. Comme j'ai dit, dans la mine, il y a des grosses sommes qui circulent dans la mine, mais le profit, tu ne peux pas produire l'or à moins de 60-70% de son prix d'achat ou son prix de vente. Okay. C'est très important. Et c'est pourquoi j'ai illustré par des chiffres. Les 5 dernières années, 3100 milliards, mais le profit, c'est 580. On n'a même pas tenu compte du remboursement du capital. C'est que les gens ne comprennent pas tout ce qu'on dit. Lulo n'a même pas fini de rembourser l'investissement. D'accord. C'est très important. Il faut l'intégrer dans l'économie du pays. Si vous prenez l'électricité, comme il a déjà parlé de ça, au Mali en 2006, notre capacité c'était 700 mégas. Lulo a 70 mégas installés à Lulo. 70 mégas. 10% de capacité. Lulo consomme en électricité presque 30 à 40% des besoins de Bamako en électricité. Pour moi, laisser une entreprise seule construire autant de capacités isolées, je dirais que quelque chose n'a pas bien marché dans notre façon de faire face à l'industrie minière, dans nos négociations. Aujourd'hui, si vous mettez la capacité des mines en termes d'électricité, ça peut beaucoup nous aider. Il faut juste revoir la façon de négocier parce qu'à la fin de la mine, personne ne regarde la fin de l'après-mine. Aujourd'hui, toutes ces mines sont mieux équipées que l'État en matière d'équipement pour faire les routes, pour mettre les infrastructures en place. Après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et pourtant, on dit 20% nous appartient. C'est très important. Ça, c'est des réflexions qu'on a besoin de faire. J'ai pris l'exemple, juste la viande. On paye presque 400 millions dans la viande par an. Et on paye au Sénégal. Vous savez pourquoi? Parce qu'au Mali, on ne peut pas juste conditionner proprement pour qu'on consomme. C'est très important. Il faut l'intégrer. Quand vous prenez les banques, les gens pensent que l'argent est dans la vente de l'or. Non, c'est dans le jeu de la bourse. L'ancien ministre avait compris, c'est pourquoi il voulait inscrire les 20% de l'État à la bourse. Quand vous prenez la compagnie, quand Rangol trouvait Lulo, la valeur de Rangol à la bourse c'était autour de 3,6%. Quand on faisait coup en 2012, c'était $120. Imaginez $3,6 l'action, $120 en 2012. Et après le coup d'État, le lendemain, ça a chuté à $70. C'est très important. C'est au jeu de la bourse qu'il y a l'argent. Ce n'est pas ce qu'on dit. D'accord. Il faut vendre à la mine. C'est très important. Il faut être capable. C'est ce qu'on a compris. On a essayé d'anticiper. On aide des compagnies. Aujourd'hui, on a aidé des compagnies au Mali qui sont devenues compagnies d'exploitation minière, qui exploitent un jugement pour une société étrangère dans un autre pays. On les a formés, on les a donné l'équipement. C'est vrai, ils ont payé après. Ils viennent de la région des Cailles. C'est très important. Il faut l'intégrer. Quand on parle d'intégration, on regarde juste, tout le monde parle de la somme totale. Mais en réalité, le profit, je dirais, minime. Mais il faut qu'on, comme M. Samaké l'a dit, qu'on arrive à capturer l'échange entre la mine et l'économie. Et c'est ce qui manque malheureusement. C'est ce qui manque malheureusement. Et
ce n'est pas visible. Je pense qu'il n'y a pas une bonne communication aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour que nous, on puisse parler au nom de l'État. Mais on est dans un monde globalisé, dans une communauté CEDEAO où il y a des règles. On ne peut pas créer notre propre règle séparément. D'accord. Merci, Monsieur Berthet. Monsieur Samaké, vous avez 4 minutes. Professeur, 4 minutes. Vous ne pourrez pas avoir 5 minutes. Oui. Les jeunes ont 5, nous on a 4. Allons-y, oui. Ça marche. Non, mais moi je trouve utile quand même encore de rebondir sur certains aspects. Le professeur il dit c'est 4 grammes tonnes. Est-ce que comment vous savez que c'est 4 grammes tonnes? J'ai lu dans le rapport. Non. Oui, mais ce que je veux dire, il y a eu des recherches qui sont faites. Parce que quand on vous donne un permis, vous faites des recherches, vous investissez dans l'exploration pour aller découvrir où est l'or. Donc, pour parler de 4 grammes tonnes, quelqu'un a investi pour vous donner ce que vous avez lu là, cette information. Parce qu'à l'écouter, on a l'impression que Bunkoto, là, c'est très riche. On est venu seulement, on ramasse. Bunkoto, il a fallu découvrir Bunkoto. Il faut faire des recherches pour découvrir. Et l'argent que vous dépensez dans la recherche pour découvrir, quand vous l'exploitez, tant que vous n'avez pas remboursé cet argent, vous n'avez pas fait de profit. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas produire l'activité minière, ce n'est pas le discours, ce n'est pas des modèles, c'est des réalités. Nous produisons X quantité d'or, nous employons 5500 travailleurs, et ces 5300 travailleurs, mettez seulement 20 personnes à la charge de chaque travailleur, c'est pour vous dire, et je vous disais, la place de la production dans le PIB, et on me dit, ça ne brille pas pour tous les Maliens. Mais prenez une activité qui rapporte 15% du PIB, vous me dites, ça ne peut. Cet argent est versé à l'État. Comment l'État le répartit? Ça, ce n'est pas l'affaire de la société minière. Les gens de Kenyeba disaient, de 2008 à 2020, vous savez combien on a payé de patente au niveau de Kenyeba? 18 milliards. De quelle année à quelle année? De 2008 à 2020, la commune de Kenyeba a touché 13 milliards 660 millions. Et on me parle de l'électricité, il n'y a pas de route, on ne peut pas faire un forage. Avec cet argent, il faut que la mine paye la patente, l'État attribue et il faut donner. À Bamako, là, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas d'électricité. Qui les prend en charge? Qui s'occupe de ça? 18 milliards qui ont été dépensés dans la région de Kenyeba. J'aurais aimé que Nyang, ressortissant de Kenyeba, aide cette communauté à bien utiliser cet argent. Il aurait fait ça. Aujourd'hui, il aurait pu parler. Les démonstrations, là, on ne peut pas produire l'or, on ne peut pas produire de richesse si ce n'est pas pour le bonheur des populations. Le développement humain, on cherche les richesses pourquoi? Nous travaillons, c'est pour nos familles. Donc, il a lié, Mohamed avait expliqué, c'est l'agro-industrie. Plus qu'une minute maintenant. Oui, non, j'ai jamais fini. Donc, je vais expliquer. Je dis ça, il faut que les gens acceptent de travailler. Une société minière qui vient, on lui donne un permis. On ne lui donne pas de l'or. On lui donne un permis. Il faut aller chercher où est l'or. Et quand vous trouvez l'or, vous faites des investissements pour le développer. On nous dit qu'il faut donner 20%. Au nom de quoi? On doit donner 20% des richesses ou de la production aux populations. Ça repose sur quelle base? Une idée encore qu'on véhicule, c'est de dire l'accord d'Alger. J'ai été regarder l'accord d'Alger. Monsieur Nyang, vous parlez de l'accord d'Alger, c'est l'article 15. L'article 15 ne dit son micro n'est pas bon. Minière. Il faut lui donner son micro. L'article 15 de l'accord d'Alger ne dit pas aux sociétés minières de donner 20% de production aux gens. C'est l'État qui va rétrocéder. C'est l'État qui va rétrocéder. Et l'accord d'Alger, pour le moment, il faut que l'accord d'Alger, qui est signé là, doit être intégré dans le droit national, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, quand vous prenez des idées comme ça, que vous véhiculez, vous allez voir des gens, vous avez droit à 20%. Les gens ont le droit de travailler.
le travail, c'est ça qui produit des richesses. Ce n'est pas le discours, ce n'est pas des théories. Il faut travailler pour avoir des richesses. Et les sociétés travaillent pour ce faire. Et quand on dit l'or ne brille pas, personnellement, je pense que c'est une boutade. Beaucoup de gens ici, même à Bamako, à cause de l'unicité des caisses, vivent de l'or sans le savoir. D'accord. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci, M. Samaké. Professeur Nyang, 4 minutes. Ça, l'a dit ça. Oui. Ça n'a pas été équitable. Hein? Mais, vous pensez? Non, ils sont 3 et moi je suis seul. Mais c'est pas grave. La somme de 3 faiblesses ne fait pas une force. La somme de 3 faiblesses ne fait pas une force. Et... Je vous demande de retirer ça. D'accord. Je retire. En matière d'économie des mines. Mais, n'est qu'un mouvement. Donc, on est ici dans la planification. N'est-ce pas? Vous avez dit vous-même dans tous vos documents de 2012 à maintenant que vous avez besoin d'un modèle économique. Ça n'a pas été développé. Mais ceux qui sont capables de développer ce modèle, il faut les voir. Quel est le problème pour ça? Donc, ce que Sam a dit, les 20% que la CEMA a négocié le 20 juin, si c'est pour retirer de 20% de l'État, eh bien, vous n'allez pas exploiter l'or. Les seules multinationales ne seront jamais à Kidal. J'ai discuté avec le président de là-bas, qui est celui qui est le président aujourd'hui, et ce n'est pas pour enlever. C'est-à-dire c'est l'État qui négocie avec la région État, les régions États-Unis de Kidal, les 5 régions. Et la région où l'or sort, ils ont un quota de 20. C'est-à-dire 20 kilos sur chaque 5 kilos. Et j'exhorte toutes les communautés minières, collectivités territoriales minières, de prendre leurs responsabilités et de réclamer leurs droits. C'est internationalement accepté à travers l'entente de Bamako sur l'accord. Vous cherchez, et mieux encore, vous avez ça depuis 1977, parce que le pacte international relatif aux droits économiques des nations africaines, le pacte international a été négocié de 1966 à 1977. Et tout ça, allez-y dans le document, je vous donne la référence. Et là, il est dit de façon très claire que la souveraineté économique des nations africaines est réaffirmée. C'est parce qu'on n'avait pas développé le modèle, ce n'est pas pour rien que les États-Unis, le ministère de la Défense américain, a demandé d'élaborer davantage, après la stratégie africaine de création et de rétention de richesse qui est de Africable, et nous, et mon bureau de l'Afrique de l'Ouest, pour élaborer sur les principes et les relations économiques fondamentaux pour développer ce modèle de globalisation. Ce modèle de globalisation n'est pas fait avec votre existence. C'est-à-dire que nous allons continuer à taper, à force de taper sur une pierre, on finit par la casser, on va dessouder ce coin-là. Cette vallée des deux Afriques-là, la Banque mondiale et FMI, ils sont de 1944. Je ne voulais pas dire quelque chose parce que... Mais moi, j'ai 73 ans. Je ne tiens pas. Le micro. Je ne tiens pas. Et donc, ça là aussi, là, la Banque mondiale et le FMI ne tiennent plus. L'ONU ne tient plus. Le chapitre 7 et le chapitre 5 doivent être révisés. Et nous sommes là-dessus. Nous sommes là-dessus. En tant que principal économiste des Nations Unies, nous sommes là-dessus. Et il n'y a aucun doute, le jeune, ce qu'il a dit, c'est ça votre travail. C'est-à-dire, vous développez le modèle, vous appliquez le modèle de maximisation du risque de menace d'attaque 4S sur le mouvement du capital d'investissement des ingénieurs, des ouvriers qualifiés et le transport des minerais. Ils sont chez vous, ils ne vous respectent pas, ils ne vous donnent pas vos droits, vous les arrêtez là-dessus. Ça, c'est aussi clair que ça. Je vous donne ce torne en tant que votre oncle. Vous prenez la loi et ce qui est valable pour Kidal est valable pour vous, selon l'article 4 de l'accord. Donc ça, c'est extrêmement important. Ok, professeur, le temps. Donc, la région État de Kéniéba, vous les mettez en place. D'accord. Voilà. Non, c'est trop tard. Je suis désolé. Non, je vous en prie, ce n'est pas possible, monsieur. Professeur, asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais. Merci.
Merci. Ok, mesdames, messieurs, nous aurions aimé continuer, mais comme vous-même vous voyez, il est presque 23h30 quand même. Tard dans la nuit, vous êtes restés fidèles encore au programme d'Africa Télévision. Nous vous en remercions infiniment. Nous vous promettons de revenir encore avec ces débats-là un autre jour. Alors, M. Diallo avait demandé un représentant de l'État, on l'aura certainement. Il n'est pas actif, mais il est... De toutes les façons, à défaut de sa mère, on tête sa grand-mère, c'est pour cela qu'on l'a invité finalement. Ok, donc c'était transition et réforme, qu'en est-il du secteur minier? Et le secteur minier, là, c'est pas que l'or. Nous aimerions en parler. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. On n'a pas pu développer la protection de l'environnement des populations locales. On n'a pas pu parler des contrats miniers. On n'a même pas pu parler des litiges. En cas de litige, est-ce que c'est le droit malien ou c'est le droit international? Il y avait beaucoup de sujets que j'avais préparés pour vous, mais malheureusement, pour vous et pour moi, nos débatteurs, alors faisaient 8 minutes en moyenne par question. Alors ils sont M. Mohamed Keita, administrateur civil de carrière. Aujourd'hui à la retraite, il est consultant. Merci M. Keita d'avoir accepté notre invitation. Notre second invité est M. Berthet. Il est ingénieur géologue. J'apprends pendant le débat que vous appartenez à Barrick. Moi, je vous ai invité au titre d'ingénieur géologue. Et notre troisième invité est M. Mahamadou Samaké, directeur général de Barrick pour l'Afrique de l'Ouest. Et enfin, notre quatrième invité est le professeur Nyang de Diogo Animaya, directeur du Centre Séné d'études stratégiques. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, bienvenue à Rites et Traditions sur Africable, la chaîne du continent. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rites et Traditions est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental, ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour le noir d'Afrique, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Puisque c'est dans la tête du petit nègre que le colonisateur a construit les mécanismes de sa domination, il est donc nécessaire, voire indispensable aujourd'hui, d'ouvrir le cœur du jeune Africain au vestibule de la mémoire perdue de leurs ancêtres. Ce livre, dans l'écrit, ça va devenir un jour sans fin, qui aura son dénouement à sa manière, mais nous n'allons pas nous étendre sur ça, puisque dans le livre, il y a autre chose qu'un jour sans fin. Il y a le